Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir un de mes mentors, David Rachex, passionné de l'immobilier et puis avec une très très belle carrière derrière et devant lui. Salut David, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à toi, Edouard. Euh, Dis-moi, tu as une histoire qui est très particulière, assez atypique. Explique-nous un petit peu ton parcours. Bah, écoute, déjà, je suis vraiment content d'être ici parce que ça fait quelques années qu'on se connaît. J'ai vu tes débuts. C'était assez marrant parce qu'on a tout de suite vu que tu étais un vrai passionné, un travailleur acharné. Et puis bah, aujourd'hui, on voit que tout ça paye et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Alors sur mon parcours, moi j'ai commencé en fait, je viens d'une formation qui n'a rien à voir avec l'immobilier, enfin rien à voir, pas directement par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Moi j'ai fait une formation de géomètre topographe et ça m'a entre autres appris à savoir un peu calculer, un peu compter, ça c'est sûr. Donc ça c'est sûr que c'est déjà pas mal. Et puis après, moi j'ai commencé les premiers jobs en lien avec l'immobilier. Au sein d'une compagnie d'assurance qui s'appelle Groupe Allianz à Genève, où là on a été formé un petit peu sur toutes les branches de l'assurance. On nous demandait d'être des généralistes, mais bon, très vite j'ai vu que ça ne me convenait pas et que la partie qui me convenait beaucoup, qui me plaisait, parce que j'ai toujours eu un lien avec l'immobilier, j'ai toujours aimé ça, suivre un petit peu les projets, voir ce qui se passait dans la famille, quand on partait en vacances, de voir un peu les prix du marché. Donc, je pense que j'avais un peu ça en moi. Et au sein du groupe Allianz, on avait la possibilité de faire du financement hypothécaire par le biais de l'amortissement indirect. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment besoin de conseils à ce niveau-là, parce que c'est des montages qui sont complexes, qui engagent beaucoup d'argent et qui sont des montages qu'on peut avoir sur le long terme. Donc, j'ai commencé à me passionner sur ce domaine. Et ça a été un petit peu compliqué avec ma hiérarchie au début, parce qu'ils voulaient vraiment que je reste généraliste. Donc j'ai un petit peu forcé, et vu que ben, voilà, tu le montres aussi quand on fait les choses avec passion, ça fonctionne. Ça a plutôt bien fonctionné. Et donc suite à ça, on a pu même monter une cellule spécialisée pour le financement hypothécaire, où là je suis devenu chef de vente, avec une petite équipe que j'ai constituée pour faire ce travail. C'était encore les débuts du métier. Maintenant, il y a beaucoup de compagnies qui font ça, qui sont des spécialistes dans le financement hypothécaire. Mais nous, on était un petit peu au balbutiement et on avait le contact avec les banques, avec les agences immobilières. Et c'était passionnant, quoi. Le moment où tu arrives à donner des conseils pertinents à un client qui va signer sur 15, 20, 25 ans, 30 ans des fois, pour financer sa maison, c'est-à-dire le plus gros achat de sa vie. Essayer de comprendre un petit peu son profil, de comprendre la suite qu'il veut donner à sa carrière pour pouvoir éventuellement anticiper de la flexibilité au niveau des taux, au niveau des reprises d'hypothèques, etc. Donc ça a été vraiment des moments passionnants. Et puis, ben, quand je suis passé chef de vente, après, on m'a proposé de passer agent général. Ça a été j'étais plutôt content, forcément. Mais je ne me sentais pas du tout de rester dans cette structure. Je sentais que j'avais besoin d'être indépendant. Donc, j'ai décliné cette proposition. Ça n'a pas été facile. C'est une belle proposition, ça. C'était une très belle proposition. Je devais avoir un peu plus de 25 ans. Donc c'était quelque chose qui n'était pas facile, une décision qui a été longuement mûrie et qu'aujourd'hui je ne regrette pas du tout par contre. Ouais. Donc j'ai pris la décision de me lancer comme indépendant. Donc j'ai continué la même activité aussi sur Genève et une bonne partie de mon équipe m'a suivi et on a continué ça pendant quelques années encore. Et puis vu que j'étais en relation avec pas mal d'agences immobilières, je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir mettre le pied dans ce domaine. Ouais. Et là, je me suis associé avec une personne pour une agence à côté de Genève, côté français. Parce qu'il y a une grosse implication entre la Suisse et la France.
il y a beaucoup de Suisses qui vont habiter en France bien sûr. et beaucoup de Français qui viennent travailler en Suisse. Ouais. Donc en fait, quand on est à la frontière, il faut pouvoir un petit peu maîtriser les deux côtés. C'est beaucoup plus facile après pour comprendre et pour conseiller les gens. Donc tu t'es associé dans une agence immobilière en France, mais qui travaille en Suisse? Et non, qui travaille avec beaucoup de clientèle suisse. Ok, d'accord. Voilà, des gens qui travaillaient, des Suisses ou des étrangers qui travaillaient à Genève et qui cherchaient à se loger sur le côté français. Parce qu'on parle d'être à 10 minutes de la frontière, 5-10 minutes en voiture de la frontière. Ouais. Mais en termes de financement, c'est pas le même fonctionnement. C'est pas du tout le même fonctionnement. Nous, on avait sur les financements français, parce que c'était vraiment ma spécialité, les gens qui achetaient en France, on a une durée d'amortissement qui est déjà convenue d'avance. Donc, au début, la norme, c'était sur une vingtaine d'années. Après, c'est passé à 25 ans. Et après, il y a eu même des dossiers à 30, voire 35 ans. Et tout ça, pourquoi? Parce que les prix de l'immobilier ont augmenté. Ouais. Et donc, il fallait garder un taux d'effort ou un taux d'endettement, comme on dit en France, qui était convenable de l'ordre de 33 à 35%, avec toujours la notion de reste à vivre. Si tu gagnes un gros salaire, tu peux monter un petit peu plus dans le taux d'endettement. Ouais, ok, voilà. D'accord, bien sûr. Et puis, c'est un moment où on a pris une décision aussi, c'est qu'on habitait côté français. Et là, on allait régulièrement en Suisse, on appréciait beaucoup la Suisse. Moi, je suis double national, hein. Je suis né en France avec un passeport français et j'ai obtenu après le passeport suisse. Et on avait vraiment beaucoup de plaisir à aller en Suisse et on s'est dit, bon, voilà, je pense que par rapport à la qualité de vie, on avait envie de s'installer en Suisse. Donc, on avait testé un petit peu ça par une résidence secondaire. On avait acheté un chalet en Valais sur Vrona à l'époque. Et donc on avait passé des très bons moments, on avait vu que la Suisse nous convenait parfaitement et on a décidé en fait, mais vraiment par hasard parce qu'on n'avait pas de contact ou d'histoire avec cet endroit, on a décidé de s'installer sur le haut plateau à Crans-Montana et d'ouvrir une agence là-haut. Okay. Donc pendant quelques années, je faisais la navette entre les bureaux de Genève et d'Archamps et l'agence qu'il fallait lancer à Crans-Montana. Voilà. Magnifique, ouais. Ok. Et ça, c'était par contre du courtage alors là, c'était du courtage, totalement courtage. Donc, grosso modo, dans la partie immobilier, j'avais avec une clientèle qui était différente. C'est-à-dire que je ne m'occupais pas des financements des produits que je vendais sur le Valais, mais je pouvais comme ça suivre la partie transaction et la partie financement. Et moi, j'étais assez content de pouvoir étendre un petit peu les connaissances par rapport à ces deux aspects. Ok, d'accord. Ouais. Et après, alors c'est quand que tu es tombé vraiment dans la promotion immobilière? Alors, la promotion immobilière, c'est arrivé suite à mon installation à Crans. De nouveau, là, un petit peu comme le financement, tu rencontres beaucoup de promoteurs. Tu vois que c'est quelque chose qui est un job qui paraît très intéressant. Moi, qui me plaisait. Et puis après, il faut attendre l'opportunité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps. Au début, on a toujours envie de forcer un petit peu les choses. Et en fait, on avait un client qui était un client sur des objets à verbier, avec qui on avait un très bon contact, qui est devenu petit à petit un ami, quelqu'un de très expérimenté dans l'immobilier. Et un jour, qui m'a proposé de mettre le pied à l'étrier au niveau de la promotion. Okay. Donc ça a été quelque chose, de nouveau, j'étais vraiment content et fier de ça, la confiance qu'il a pu m'accorder. Et au début, en fait, c'était pas sur des projets en Suisse, c'était sur des projets à l'étranger, en Tunisie. Ok. Voilà. Donc là, il faut que j'explique un petit peu pourquoi il y a eu des projets un petit peu à l'étranger. Ouais. Je te parlais de qualité de vie quand on a décidé d'habiter en Valais. Donc ça a été un petit peu toujours notre leitmotiv. Moi, je suis marié, j'ai 2 garçons de maintenant 19 et 21 ans, bientôt 22. Donc, on a côtoyé beaucoup de gens qui avaient eu des très belles réussites dans la vie. Et systématiquement, ce qui revenait souvent, c'est de dire, voilà, je suis très content de mon parcours, très content de ma vie. Si je devais refaire, je me donnerais un petit peu plus de temps à ma famille. J'ai pas vu trop grandir mes enfants. Et donc là, on s'est dit, il faut toujours essayer
d'accueillir l'expérience des gens qui ont vécu des choses intéressantes. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et on s'est rendu compte que c'était un gros chantier, c'est pas simple, Ouais. mais on a décidé de mettre l'accent sur le temps qu'on pouvait avoir à disposition avec nos enfants. Ok. Donc là, ça veut dire que les business qui sont les plus chronophages, il faut s'en séparer. Mhm. Donc c'est là qu'on a décidé de prendre du recul, de vendre les business immobiliers de transaction et de garder ce qu'on pouvait gérer à distance. Et la promotion, en fait, c'est quelque chose qu'on a pu organiser un petit peu à distance. C'est pas simple, mais à partir du moment où tu as des gens de confiance et que tu es organisé, on a pu le faire. Donc au début, l'étranger, en fait, c'est une rencontre avec quelqu'un de mon travail à Genève qui m'a parlé du Brésil. Et il m'a dit, écoute, le Brésil, je pense que on parle des années 2008-2009, il m'a convaincu qu'il y avait du potentiel dans l'investissement au Brésil. Ok. En pleine crise. Alors oui, alors là-bas, c'était pas du tout le même contexte. Ok. C'était vraiment des années où tout était en train d'exploser. Les conditions économiques étaient très optimistes. On se rend compte aujourd'hui que ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Mais c'était des années qui étaient vraiment florissantes. Et moi, j'ai accueilli ça avec beaucoup de motivation. Par contre, il fallait avoir un point de contact. Moi, je ne parlais pas du tout la langue, le portugais. Donc, la première chose, c'était de trouver quelqu'un de contact, une personne de contact de confiance. Et on m'a mis en relation avec quelqu'un qui était recommandé par un ami de Genève. Ok. Donc, j'ai pris contact avec lui. On a eu un très bon contact, un très bon feeling. Et très vite, il m'a parlé d'opportunités avec des budgets d'investissement qui étaient assez raisonnables. Et je me suis dit, go, il faut se lancer, quoi. Ça, on fait vite la balance en se disant il faut peut-être prendre ce risque. Donc au départ, c'était un petit appartement dans un condominio dans le nord-est, dans la région de Fortaleza. Et donc c'était quelque chose qui était loué à la semaine. Et la personne de contact, c'est celui qui administrait les locations. Donc je suis allé la première fois 3-4 jours juste pour signer les papiers. Et puis je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup. Et là, on a commencé à se dire, ça peut être un endroit où on a envie de passer du temps en famille. Donc, on a commencé à organiser avec les enfants, avec l'école. Les enfants étaient scolarisés en Suisse, sur la commune de Lens. Et on a eu le support de toute l'équipe pédagogique qui a compris qu'on allait naviguer. Et en fait, ils nous laissaient partir avec tous les cours pour les enfants. Et on faisait ça à distance, on essayait de faire ça sérieusement. Et en fait, pendant plusieurs années, on a fait l'aller-retour. Donc là-bas, on a commencé avec 1, 2, 3 appartements qu'on a pris comme investissement locatif. Et puis après, on a eu une opportunité sur la région de Manaus, près de l'Amazonie, pour construire un petit bâtiment avec des studios, 16 petits studios. Et on a construit ça et ça s'est plutôt bien passé. Ça, c'est un truc que vous avez gardé? C'est un truc qu'on a gardé, effectivement. Ok. Et si tu veux, l'épisode du Brésil a duré pendant à peu près 3 ans, où on a fait ces navettes. On ne s'est jamais installé à 100%, parce qu'on continuait de suivre un petit peu les business en Suisse. Et en fait, c'est là qu'intervient la rencontre avec la personne dont je te parlais tout à l'heure, qui m'a fait confiance pour la promotion immobilière. Mm-hmm. Et nous, au même moment, on avait décidé de s'installer en Tunisie, un pays qu'on connaît depuis 2007. Ok. Donc, on a connu par rapport au monde du bateau, parce qu'on aime bien naviguer. Et c'est un pays sur lequel on est arrivé avec beaucoup de préjugés. Et très vite, on a compris que c'était pas du tout l'image qu'on avait. On a été très très bien accueillis, les gens sont formidables, le pays est très très beau. Et donc, on s'est dit, après le Brésil, on a posé nos valises pendant une année sur la Tunisie. Wow. Donc en fait, alors, tu as monté un business de courtage à Crans Montana.
que tu as revendu, tu as acheté des appartements au Brésil et tu es parti vivre en Tunisie. Ouais, exact. C'est un truc. Alors, ouais, on va parler de la gestion de tout ça parce que justement, ça m'étonne que tu aies gardé des appartements en location parce qu'on en a souvent parlé. Hein. Toi, tu n'aimes pas trop ça, a priori, tout ce qui est gestion, ce qui prend du temps, ce qui est risqué d'un point de vue, en termes d'utilisation de ton temps et de problèmes, de conflits. Voilà. Tu essaies d'éviter un peu ça. Ouais. Du coup, après ça, tu t'as vendu au final après tout ça. Alors, en fait, c'est intéressant ta question parce que je pense que dans l'immobilier, on a un profil, on a soit un profil où on aime le locatif, soit un profil où on aime la promotion. Et moi, typiquement, je sais que je préfère les opérations achat-revente ou construction-revente. Le locatif, pourtant, techniquement, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens, mais je préfère essayer de faire une bonne opportunité dans le locatif, d'optimiser les revenus locatifs et de revendre. Grosso modo, d'essayer d'encaisser plusieurs années de loyer avec la plus-value et puis de repartir sur un autre projet. Ce que j'aime bien dire à certaines personnes, c'est qu'en fait, il y a des gens qui ont amassé pas mal d'argent avec d'autres business ou en revendant des sociétés. Donc eux, leur motivation, c'est de garder leur boule de neige la plus au frais possible pour qu'elle reste la plus grosse possible. Ouais. Moi, je suis dans une phase où je veux continuer à faire grossir ma boule de neige. Donc, je préfère aller sur des opérations peut-être un peu plus risquées, parce que la promotion comporte des risques, bien sûr, mais où je peux, comme ça, monter un petit peu mon capital. Et puis, comme je te dis, c'est surtout aussi une histoire de profil. Et j'ai beaucoup plus de plaisir à traiter des opérations de promotion. Ok, d'accord. Ouais. D'un point de vue promotion, justement, c'est quoi alors? C'est quel type de projet que tu préfères ou que tu as le plus fait? Style résidentiel, commercial ou bien petits appart, luxe? Je sais pas, c'est quoi ce que tu... Alors en promotion, pour l'instant, j'ai fait du résidentiel et j'ai fait du bureau. Peut-être on en parlera sur Maurice. Ouais. Alors, préfère, c'est toujours la même chose. C'est dans les deux cas, moi, ce qui me plaît, c'est d'aller chercher un petit peu, me creuser un peu les méninges pour essayer d'amener des plus-values, des choses un peu innovantes. Là, pour la partie bureau, on a essayé de réfléchir un petit peu plus des bureaux comme un hôtel, en se disant on passe beaucoup de temps au bureau. Donc, on va chercher très loin le confort et l'ergonomie d'un hôtel. Alors que des bureaux, on essaie d'être... on fait souvent ça de manière un peu plus simpliste. Donc, moi, c'est ce qui me plaît, c'est d'amener aussi, par exemple, toute la partie environnementale. Sur les bureaux, on a développé des bureaux qui sont certifiés LEED. Et tout ça, bien sûr, par rapport à une conviction certaine sur l'écologie. Mais il faut aussi se rendre compte que c'est un investissement. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quelques locataires, par exemple, potentiels qui sont demandeurs de ça. Mais je pense que d'ici quelques années, les gros acteurs vont exiger des certifications écologiques. Parce que c'est beaucoup plus cher de construire en LEED ou pas? Alors, c'est beaucoup plus cher. Tout dépend comment tu l'intègres. Si tu l'intègres dès le départ et que tu essayes d'être innovant de nouveau dans les manières de construire, tu as un surcoût qui est limité. Après, c'est clair que toute la partie isolation, toute la partie vitrage, menuiserie aluminium par exemple, nous dans notre cas, là les coûts, forcément, tu as une grosse différence. Ouais. Ouais. Mais que tu retrouveras sur le long terme, c'est sûr. Ok, donc ça, la partie bureau, c'est à l'île Maurice donc. Hein. Ça, c'est la partie à l'île Maurice. Ouais, parce que du coup, on n'a pas fini l'histoire avant, mais effectivement, après la Tunisie. Alors, l'histoire de la Tunisie, c'est aussi assez marrant parce que l'histoire du Brésil, c'est plutôt mal terminé parce que la personne avec qui j'étais associé est décédée. Et là, moi, j'ai fait une grosse erreur à l'époque, c'est que je n'avais pas la résidence, vu que je n'étais pas résident plus de 6 mois au Brésil. Donc, en fait, on avait fait un système de procuration. Les appartements étaient à son nom, mais on avait un système de procuration. Okay, ouais. Grosso modo, moi, je n'avais pas tellement le choix. Ça, c'est une erreur maintenant avec le recul que je ne referai pas. Ouais, c'est une erreur qui m'a coûté beaucoup d'argent. Mais voilà, donc il faut apprendre.
Et c'était un petit peu le gros avantage de cette expérience coûteuse, c'est de comprendre qu'un pays t'apporte des spécificités, tu as des contraintes légales, il faut être strict. Et si les choses ne peuvent pas se faire de manière strictement propre au niveau administratif, ce genre de montage, c'est pas bon. Ouais, c'est clair, ça me paraît très risqué. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une parenthèse qui s'est malheureusement mal terminée. La parenthèse de la Tunisie, ça a été aussi un moment, donc on a décidé, quand j'étais installé là-bas, d'essayer de lancer un projet de construction, de promotion. Et c'était encore la période où Ben Ali, le président, était au pouvoir. Et en fait, on a expérimenté ce qu'on entendait. Ce qui se passait, en fait, c'est dès que tu avais un business avec un bénéfice potentiel, la famille du président faisait en sorte que soit te bloque, soit te demande une participation au projet. Ouais. Et donc ça a été très compliqué parce que là, de nouveau, par rapport à l'expérience au Brésil, j'ai dit non, on ne veut pas mettre le doigt là-dedans. C'est des choses qui sont pas propres. Donc on a essayé une fois, 2 fois, et on a dit non, là je crois que le momentum n'est pas là, donc on a quitté le pays et on a lancé à ce moment-là, on s'est mis à la recherche d'opportunités sur la Suisse et on a lancé un projet de promotion en Suisse. Ok, d'accord. Donc en Tunisie, il n'y a pas eu de promotion alors? Alors il n'y a pas eu de promotion, il y a eu d'autres projets après, mais il n'y a pas eu de promotion purement immobilière, non. Ok, d'accord. Ouais, on va parler des autres business après justement, parce que du coup, tu en as expérimenté des choses dans la vie. Et alors, du coup, il y a eu la Suisse entre la Tunisie et Maurice, c'est ça? Il y a eu la Suisse. De promotion en Suisse. On a lancé en fait, c'est ton associé que je connais depuis maintenant, je crois, c'est à peu près 12 ans, qui nous a vendu le terrain pour faire un immeuble avec 28 appartements. Et donc, c'est un projet qui s'est étalé sur un peu plus de 2 ans pour la construction. Et puis, donc après, il y a eu toute la partie vente, suivi, etc. Et ça, on l'a fait en étant basé sur les Caraïbes. On habitait sur Saint-Martin, la partie française de l'île de Saint-Martin. Et donc, ça a été un peu plus d'une année qu'on a passé là-bas. Et un moment aussi qu'on a passé sur un bateau. On a acheté un catamaran pour naviguer en famille. C'était un projet qu'on avait en famille. Et donc tout ça, on l'a fait parce que les enfants ont été déscolarisés. On s'est dit à un moment, il faut aller au bout du concept de nouveau. Les contraintes des vacances scolaires nous empêchaient de partir une bonne partie de l'année. Et on avait la chance de pouvoir accéder à un système qui s'appelle le CNED en France, où en fait c'est un système d'éducation à distance. Okay. Donc là, tu as tout le programme, exactement le même programme que si tu vas à l'école française. La seule contrainte que tu as, c'est si tu as des examens, tu dois les faire en présentiel. Donc là, tu dois rentrer en France pour faire passer les examens aux enfants. Et ça a été des années qui étaient exceptionnelles parce que, grosso modo, nous, on peut dire qu'on a passé un petit peu notre retraite avec nos enfants. C'était bien sûr qu'il y avait du travail, hein, tout ça, c'est des dossiers qui... La construction de cet immeuble a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais on a vraiment eu l'impression de passer des années privilégiées avec nos enfants, où on a pu profiter d'eux. Le système du CNED, en fait, c'est en plus un système où il n'y a que l'école le matin. Donc l'après-midi, tu peux te concentrer sur des activités avec les enfants. Donc ça, c'était vraiment des années extraordinaires. C'est de nouveau une décision qui n'est pas facile à prendre parce qu'on met dans la balance l'avantage qu'on peut avoir dans les relations familiales. Mais d'un autre côté, tu exclus un peu les enfants de tout un cercle social avec leurs copains, les copines, etc. Mais bon, on a décidé de faire ça et on est de nouveau très content de l'avoir fait. Donc ça a été des années qui étaient assez sympas. Et donc pour continuer de répondre à ta question, on a bougé après après Saint-Martin, on est revenu en Suisse. On s'est dit que voilà, la parenthèse avec les enfants, on avait toujours prévu qu'elle avait une durée limitée. On avait discuté avec pas mal de familles qui nous avaient dit vers 13-14 ans, il faut qu'ils retournent dans les écoles
pour là, de nouveau faire des liens sociaux et puis avoir une vie un petit peu plus classique, traditionnelle. Donc on est rentré en Suisse. On était convaincus qu'on allait reposer nos valises ici pour du long terme. Et là, en fait, moi, je me suis rendu compte que je pouvais difficilement, on va pas dire plus, hein, mais j'avais pas autant de plaisir qu'en habitant à l'étranger. Donc là, toute ma famille m'a regardé un petit peu surprise. Personne ne s'attendait à ça. Et là, je leur ai dit, écoutez, moi, je vous propose qu'on aille habiter en Tunisie. C'était des moments qu'on a passés qui étaient assez exceptionnels. On a eu vraiment beaucoup de plaisir là-bas. Et malgré le fait qu'on n'ait pas pu aboutir au niveau professionnel, et le compromis qui était intéressant, c'est qu'on pouvait continuer facilement, je pouvais continuer facilement à faire des allers-retours, parce qu'en 1h30 de vol, on est sur Genève, il y avait des vols directs Tunis-Genève. Donc on s'est dit c'est un bon compromis. Donc là, tout le monde, la famille est partie un petit peu à reculons dans ce projet, mais très vite, en fait, la vie à Tunis leur a beaucoup plu. Et puis, les années on a passé quasiment 5 ans là-bas, ont été des années maintenant que dont tout le monde se remémore avec beaucoup de plaisir. Et on continue d'aller régulièrement, on a beaucoup d'amis, on a eu des très belles rencontres, et surtout dans un pays qui offre beaucoup de potentiel. C'est un pays qui malheureusement a des difficultés incroyables. Il montre une résilience là, depuis 10 ans, depuis la chute de Ben Ali, les révolutions. Les printemps arabes, après il y a eu les attentats, ils ont eu le Covid, donc ils enchaînent un petit peu les difficultés. Là au niveau politique, c'est nouveau, tout n'est pas réglé actuellement, mais c'est un peuple qui manque beaucoup de résilience et je suis sûr qu'il est un peuple qui saura rebondir parce qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce pays. Ok, donc après la Tunisie, là c'était Maurice direct. Donc là, il y a eu un projet immobilier ou pas, quand même, pendant ces 5 ans? Où ça? En Tunisie. Oui, alors il y a eu un projet immobilier, pas tout à fait immobilier, ça concerne du foncier. Quand on était installé là-bas, moi j'avais pas forcément trop l'intention, surtout après la mauvaise expérience de la tentative de promotion immobilière, je me suis dit on va rester prudent avec la Tunisie. Bien que Ben Ali n'était plus au pouvoir, j'avais pas forcément l'intention. Je me focalisais plus sur la Suisse. Et un jour, un très bon ami qui était un gros promoteur de la région de Tunis m'a dit écoute, prends ta journée, viens avec moi, je veux t'emmener voir quelque chose. Et on a pris la voiture à 1h30 de là où on habitait. Il m'a montré un magnifique terrain agricole, un décor que je ne soupçonnais pas en Tunisie. Et il m'a dit voilà, tout ce que tu vois là en face, c'est à moi. C'est quelqu'un qui est très investi aussi dans l'agriculture. Et il m'a dit, si tu veux, on développe un projet agricole ensemble. Alors là, je l'ai regardé avec beaucoup d'étonnement. Je suis assez joueur, j'aime bien découvrir des belles choses, mais je me suis dit, l'agriculture, c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas. Je ne savais pas distinguer un plant de vigne d'un abricotier. Donc, j'ai dit, là, je suis partant. L'idée me plaît beaucoup, mais comprends que je pars de zéro. Et il me dit, écoute, jetons-nous à l'eau, moi j'ai un peu d'expérience, et puis on va s'entourer de gens compétents. Et là, ça a été en fait une opération, au départ, qu'on a pris un peu comme une opération de promotion. Le terrain était complètement vierge, donc on a dû équiper, c'est-à-dire créer les routes, amener la moyenne tension, faire un forage pour amener l'eau, enfin tout équiper, l'arrosage automatique, etc., l'irrigation automatique. Et puis planter, donc choisir ce qu'on plantait, on a planté de la vigne, donc choisir les cépages, planter des oliviers, choisir aussi les variétés, planter d'autres choses, et puis on a fait des essais avec par exemple des plantes assez innovantes comme la stevia, un substitut naturel au sucre, donc toujours aller chercher un petit peu des idées nouvelles. Ouais. Et en fait on s'est dit, voilà, ne soyons pas trop, restons humbles. Si la partie agricole n'est pas à hauteur de ce qu'on attend, on a toujours la partie foncier où on sait qu'on ne perdra pas d'argent parce qu'on a équipé, donc le terrain aura forcément une plus-value. Ok, d'accord. Et là, on a eu la chance d'être très très bien accueillis par la population locale. On a eu la chance aussi, par rapport à ce parcours un petit peu atypique, d'avoir des journalistes de France qui sont venus. Au début, on a eu l'équipe de France 2, Télématin, qui est venue nous filmer une famille d'expatriés qui habite sur
un pays hors Europe. Et puis après ça, l'équipe du journal télévisé, aussi de France 2, est venue pour voir un petit peu comment des investisseurs suisses venaient investir et comment ça se passait dans un pays voilà, qui n'est pas très loin de l'Europe, mais que les gens ne connaissent pas tellement. Là, c'est clair qu'on parle de mentalité complètement différente, d'approche. Autant en Suisse, tout est carré, autant en Tunisie, il faut arriver avec une certaine ouverture d'esprit. il faut faire confiance. Et ce qui est déterminant, en fait, c'est d'avoir vraiment une personne de confiance et de se dire, on veut pas, ça sert à rien d'essayer de reproduire ce que tu connais en Suisse dans un autre pays, ça marchera définitivement pas. Ouais. Donc là, ça a été 5 années qui étaient superbes. Et puis, on ne pensait pas forcément bouger. Ce rythme-là nous convenait bien. Et donc là, intervient Maurice. Un petit peu comme le Brésil, on me parlait souvent de l'île Maurice, que c'était un endroit qui avait beaucoup de potentiel, avec des caractéristiques au niveau législation qui étaient... Beaucoup de choses ressemblaient à la France, très carré, protection des investisseurs. Donc, à force d'entendre ça, je me suis dit, bon, ça vaut quand même le coup une fois d'aller repérer. Mais j'y suis allé au début sans trop de conviction. Et là, je me suis rendu compte, effectivement, il y avait un pays qui offrait de très beaux potentiels. Ce qu'il faut comprendre sur l'île Maurice, c'est que c'est un petit peu... Tout le monde connaît l'île Maurice par rapport à ses hôtels, ses plages. Donc c'est clair que c'est une partie importante du PIB du pays. Mais il y a toute une partie aussi qui est très importante par rapport à ce qu'on appelle le secteur financier. Parce que cette île est devenue le hub financier pour les investisseurs qui veulent mettre un pied sur l'Afrique en général. Donc l'Afrique est en train d'amener beaucoup d'investisseurs, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Les pays africains offrent aujourd'hui beaucoup de potentiel. Alors de nouveau, il faut être conscient qu'il y a aussi beaucoup de risques, parce que tout n'est pas aussi carré qu'en Suisse. Mais par contre, Maurice est l'endroit qui est suffisamment bien équipé et bien structuré pour être la plateforme de départ avant d'aller sur d'autres pays d'Afrique. C'est l'objectif, ça? C'est très objectif. Non, c'est ton objectif, ça? Non, moi, j'ai rien à voir avec le secteur financier. Non, pas du tout. Okay. Non, nous, on a quand même compris qu'on mettait les pieds en Afrique. L'île Maurice est un des pays d'Afrique. Mais par contre, avec un des pays d'Afrique, à mon avis, qui aujourd'hui donne pour moi le meilleur compromis entre la sécurité et le rendement ou le potentiel que tu peux avoir sur un investissement. Moi, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que tu peux avoir des opportunités avec des rendements exceptionnels, mais maintenant, la phrase que j'aime bien dire, c'est à rendement exotique, risque exotique. Ouais. Donc voilà, après, il faut être capable de gérer ça, ou il faut en être conscient, tout simplement. Absolument. Voilà. Du coup, tu as fait des projets immobiliers un peu partout. C'est quoi les différences? Enfin, comment tu gères? Déjà, comment est-ce que tu fais pour apprendre les marchés aussi rapidement? Tu es parti au Brésil il y a 3 jours pour signer l'appart. Maintenant, à Maurice, tu as commencé à faire de l'immobilier assez rapidement au final. Comment est-ce que tu fais pour accumuler parce que les marchés n'ont rien à voir entre la Suisse, Maurice. Les marchés n'ont vraiment rien à voir. Alors après, je pense que c'est l'état d'esprit. Si tu vas avec une ouverture d'esprit, l'apprentissage se fait beaucoup plus rapidement et à mon avis, c'est de meilleure qualité. Si tu vas en étant fermé et en essayant d'imposer ce que tu as l'habitude de connaître, là, ça ne va pas se passer. Et on rencontre beaucoup de gens à l'étranger qui ont investi et qui te parlent du pays de manière négative en disant « on m'a roulé » ou « ça a été trop compliqué, j'ai abandonné, j'ai perdu beaucoup d'argent ». Mais en fait, quand tu creuses un petit peu, c'est des gens, par exemple, moi j'ai connu à l'île Maurice, des gens qui, vu qu'ils n'étaient pas sur place, avaient trouvé des associés très sympas, qui leur donnaient entière confiance. Et puis, ils créent une compagnie en leur laissant signature individuelle, en disant écoute, je ne suis pas là tout le temps, donc pour que ce soit plus simple, vu que vraiment tu es un gars super et en qui j'ai extrême confiance, je te laisse la signature individuelle. Et puis après, forcément, ils sont surpris qu'à un moment ça se passe mal et puis qu'ils ont des problèmes. Mais finalement, c'est des choses, ils n'auraient même pas eu l'idée de faire ça dans leur pays. Donc, il ne faut pas être surpris. Ouais. Et ça, voilà. Donc, quand tu discutes avec des gens sur leur expérience, à mon avis, tu dois bien voir le profil de la personne, si vraiment lui a fait tout juste aussi. Parce que quelqu'un qui t'a ramène une expérience négative, mais parce que lui n'a pas une attitude positive, malheureusement, il ne faut pas être étonné que ça se passe mal.
Et après, ben, voilà, comment on apprend le Brésil, tu vois, c'était, tu mesures ton risque, tu dis, bon, c'est un investissement, c'est de l'argent, c'est clair, mais tu n'as pas envie de le perdre. Mais d'un autre côté, ben, il faut se lancer. Donc tu vas, moi je me suis dit au début, on verra. Et puis après, quand tu passes du temps, tu vois le potentiel de l'endroit, tu vois que l'endroit où tu as investi est bon, tu vois que les retours locatifs sont ceux qu'on te promettait, donc tu continues. Et puis après, bah, par exemple, la petite promotion qu'on a fait sur Manaus, de nouveau, tu vas un petit peu sur place, tu te rends compte qu'il y a un vrai besoin, des coûts de construction qui étaient vraiment pas très élevés. Donc, bah, voilà, là, il y a une part d'intuition, il y a certainement aussi une part de chance. J'ai eu la chance après sur la Tunisie, sur l'île Maurice, de rencontrer des personnes exceptionnelles, des personnes qui m'ont donné une vision, la bonne vision du pays pour investir avec le long terme. Le Brésil avait quand même été une expérience assez douloureuse pour mettre l'accent là-dessus. Ouais, bien sûr. Et puis des gens qui sont entourés de gens sains. Une personne saine, souvent, est entourée d'autres personnes saines. Donc en fait, après, tu tisses un réseau qui est bon, qui est bienveillant. Et puis, tu as des expériences positives, en fait. Parce qu'en fait, pour faire ces projets à l'étranger, pour les gérer depuis l'étranger, typiquement le projet en Suisse aussi, mais du coup aussi à Maurice, etc. Il faut toujours en fait, faut toujours trouver c'est assez compliqué de trouver la personne de confiance pour faire des projets pareils, quoi. Comment tu les rencontres ces gens? C'est toujours des contacts de contacts, surtout qu'en plus c'est sur des continents différents, c'est hallucinant, quoi. Alors, à chaque fois, c'est des histoires différentes, effectivement. C'est la personne que j'ai rencontrée en Tunisie. Ça s'est fait par le lien du bateau, je te parlais de navigation. Notre bateau était là-bas et puis c'est une personne que j'ai rencontrée quand j'ai décidé de mettre en vente mon bateau. Et en fait, je me suis dit, bon, c'était un moment où le marché de la plaisance était pas très porteur. On a une caractéristique commune, c'est qu'on aime bien aller vite. Je crois que toi encore plus que moi. Donc je me suis dit, bon, alors on va mettre ça en vente, ça va passer plusieurs mois pour trouver un acheteur, on va négocier les prix, et puis après moi, avec cet argent, je vais racheter de l'immobilier. Pourquoi pas essayer de trouver directement quelqu'un qui a de l'immobilier et qui cherche un bateau. Et donc c'est là que je me suis dit, cherchons une opération de troc, on verra bien, on n'a rien à perdre. Et donc j'ai publié une petite annonce sur l'équivalent tunisien de Anibis, un site de petite annonce, en disant voilà, que j'avais un bateau avec telle caractéristique et je cherchais à échanger ça contre de l'immobilier en Tunisie. Et là, quelqu'un me contacte, ce promoteur dont je te parlais qui est devenu un ami très proche avec sa famille. Et en fait, au début, il m'a contacté pas pour faire l'opération. Il m'a contacté parce que c'était un moment où la Tunisie vivait des moments difficiles. Et il s'est dit, c'est quoi ce Suisse qui veut faire ce genre d'opération? Je veux le rencontrer, ça me donnera de toute façon une vision du marché. Et lui qui faisait des promotions sur Tunis et aussi sur Djerba, il s'est dit, je peux avoir des clients suisses, donc quoi qu'il en soit, je ne perdrai pas mon temps. Et on s'est rencontrés, on s'est bien entendu. Il m'a montré un petit peu ce qu'il faisait. Et puis, il m'a dit, oui, pourquoi pas, finalement, pourquoi pas faire cette opération de troc. Ça peut être une idée. J'ai toujours eu des bateaux moteurs, jamais eu de voilier. Ça peut être une expérience intéressante. Donc, on est allé voir un petit peu ce qu'il me proposait sur Djerba. Et puis là, on a continué à passer du temps ensemble. Puis il m'a dit, écoute, laisse tomber Djerba. Je vais faire un échange avec toi sur quelque chose proche de Tunis, qui sera éventuellement un jour un pied-à-terre pour toi si tu veux passer plus de temps ici. Et donc, l'opération de Djerba, on fera en sorte que tu puisses me présenter des clients étrangers, etc. Et donc, on s'est connus comme ça. Et il faut passer du temps avec la personne. C'est aussi une question d'intuition. Moi, aujourd'hui, j'ai 47 ans. C'est clair qu'à 20 ans, je n'aurais pas eu le même regard sur les gens. L'expérience fait qu'à un moment, tu dis, voilà, je pense que je peux lui faire confiance. C'est quelqu'un qui a une même vision des choses. Tu vois, c'est des pays où tu peux trouver sur des gens qui vont dans des méthodes avec la corruption, etc. Moi, vraiment, ça, c'est quelque chose dans lequel je ne veux pas mettre le doigt. Donc, à partir du moment que tu vois que c'est quelqu'un qui ne rentre pas là-dedans, qui fait les choses de manière carrée, qui est extrêmement compétent dans son domaine, l'immobilier, il a vraiment une spécialité là-dessus.
tous les problèmes juridiques, fonciers, etc. Donc je me suis dit, bah, le projet agricole, on y va, quoi. L'opération de Maurice, c'est aussi une opération qui a commencé de manière un petit peu bizarre. Donc quand j'ai passé un petit peu de temps là-bas et que j'ai décidé de regarder s'il n'y avait pas un projet, j'ai été en contact avec un Suisse qui était installé là-bas, qui était aussi du domaine plus financement aussi, plus business, mais il s'intéressait pas mal à l'immobilier. Et puis, donc j'ai passé un peu de temps, la première fois où j'étais à Maurice avec lui, il m'a expliqué sa vision de l'île Maurice, et il m'a dit, écoute, si un jour j'ai un dossier, bah, je t'appelle, quoi. Puis, je sais pas, peut-être un mois et demi après, il m'appelle, il m'a dit, écoute, David, je pense que par rapport à ce que tu me disais, les choses qui pouvaient te plaire, il y a un dossier là qui peut être intéressant. C'était un projet résidentiel destiné aux étrangers, avec une dizaine de maisons. Il m'explique le profil de la personne qui tient le projet. Et puis, je dis, bah, écoute, oui, ça a l'air, j'ai étudié un petit peu le dossier, ça a l'air intéressant. J'ai parlé longuement au téléphone avec la personne. Et je lui dis, bah, voilà, maintenant, il faut que je prenne un billet d'avion et puis que je me rende compte concrètement sur place. Donc, je suis allé là-bas pour étudier un peu plus en profondeur, rencontrer la personne. J'ai surtout fait pas mal de réunions avec des gens de l'île Maurice qui étaient en lien avec l'immobilier et qui n'avaient pas de lien particulier avec cette personne pour voir un peu sa réputation. L'île Maurice, c'est 1 million, 1,3 million habitants, donc c'est petit. Ouais. Donc là, les gens qui sont dans le business, très vite, on arrive à savoir si c'est des gens qui ont une bonne réputation. Et puis suite à ça, je me suis dit, je pense que ça vaut le coup d'aller de l'avant. Donc on s'est mis d'accord, etc. Et puis là, c'était un moment par rapport à mes enfants où il fallait aussi que je prenne une décision. Soit on décidait de déménager avec 1 mois de préparation, quitter la Tunisie pour Maurice en se laissant à peu près 1 mois. Et soit on attendait 2 ans que mon fils passe son baccalauréat. On ne voulait pas trop le déstabiliser dans l'année de première et de terminale qui sont assez déterminantes. Et donc là, on a décidé avec mon épouse de réagir vite et de préparer le déménagement. Le challenge nous plaisait, le projet nous plaisait beaucoup. Donc on s'est dit, allez, on se concentre et on fait C'était un gros départ parce que administrativement, au niveau logistique, c'est pas simple. Mais bon, voilà, on a réussi à le faire et on est arrivé à l'île Maurice. Voilà. Ça, c'est assez bien fait plutôt, ouais. D'un point de vue immobilier pur, là, dans ces projets, justement, c'est quoi, de ton expérience, du coup, maintenant que tu peux comparer entre les pays, même les continents, c'est quoi les différences majeures? Je pense, d'un point de vue administratif, la durée d'un projet, l'autorisation de construire, tout ça, combien de temps ça prend, combien c'est contraignant en fait. Parce que la Suisse, on la connaît. Oui. Ailleurs, est-ce que c'est comme ça aussi? Alors oui, tu parles de la vitesse. Alors ça, je pense que c'est une des grosses différences qu'il y a entre les pays. C'est la vitesse à laquelle tu peux avancer. Et typiquement, Maurice, c'est un endroit qui m'a vraiment épaté pour ça. C'est un endroit où les choses vont vite si tu es bien organisé, si tu fais les choses en règle. Tu peux vraiment enchaîner les projets de manière très rapide. Après, voilà, la Suisse aujourd'hui a vraiment de belles perspectives. C'est un endroit qui est, à mon avis, un des meilleurs endroits au monde pour investir. Ça, faut pas se voiler. Par contre, avec une vraie problématique, c'est toute la durée qu'un projet peut comporter, du fait des oppositions, du fait d'une lourdeur donc administrative. On voit les demandes de permis de construire sont de plus en plus complexes, de plus en plus longues. Donc ça, c'est un petit peu frustrant. Mais bon, à chaque fois, il faut faire avec, quoi. Et puis se dire qu'on n'a pas le choix et puis composer avec les caractéristiques de chaque pays. C'est sûr, ouais. Mais à Maurice, c'est beaucoup plus rapide, alors beaucoup plus simple. Combien de temps il faut pour une autorisation de construire banale, terrain banal À Maurice, tu présentes ton dossier de permis, en 3 semaines, tu as la réponse. C'est incroyable. Et puis toute la partie opposition, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est quasi inexistant. Tu vas avoir des oppositions si vraiment tu vas sur quelque chose qui n'est pas cohérent, qui n'est pas logique par rapport au voisinage.
Ok. Donc là, ça va vraiment assez vite. L'expérience de Maurice, en 2 mots, donc ça, je t'avais expliqué la rencontre avec ce client qui est devenu un ami qu'on avait sur Suisse, avec qui on a fait cet immeuble sur le Valais. On a eu une rencontre assez similaire avec une personne assez fortunée qui avait envie aussi d'investir sur l'île Maurice. Et lui, le principe, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours été associé. Donc, il a cette ouverture d'esprit. À partir du moment où il fait confiance en la personne, de le laisser impliquer dans un business. Alors là, de nouveau, comme avec la première personne, c'est bien sûr, tu es associé, mais tu mets de l'argent. C'est le moyen qu'ils ont de savoir que tu vas t'investir pleinement dans ce projet. Et ça, je trouve ça tout à fait logique. Tu skin in the game, comme on dit en anglais, tu dois mouiller ta chemise. Et de toute façon, là, tu es sûr de vraiment t'impliquer. Ça, aujourd'hui, si je dois faire une association, c'est aussi quelque chose qui est important, que j'applique. Ouais. Et donc, pour revenir à la personne avec qui on est associé aussi sur Maurice, c'est quelqu'un qui lui, est plus dans le locatif. Donc lui, l'idée, c'est de construire ou d'acheter des objets de rendement pour pouvoir, si tu veux, avoir une partie de son patrimoine qui est immobilière. Et pour l'instant, c'est quelqu'un qui a investi sur la Suisse, qui a investi sur l'Allemagne, qui a investi sur Paris, et aussi qui est partenaire avec nous sur les projets agricoles en Tunisie. On a aussi investi dans une petite huilerie, une transformation d'huile d'olive sur le sud de Hammamet, pardon. Donc il est aussi associé avec nous. Et donc à Maurice, le principe c'était de trouver des opportunités avec un rendement qui était intéressant. Et donc le premier projet dont je te parlais, résidentiel, n'a pas pu se faire. En fait, ce qui s'est passé, ça c'est de nouveau très intéressant, c'est on a beaucoup discuté, on s'est mis d'accord sur plein de choses avec la personne. Et puis au moment de rentrer dans le vif du sujet, de passer à la partie administrative, là on s'est rendu compte qu'il y avait des grosses différences de fonctionnement. Nous, comme je t'ai dit, aujourd'hui, on veut vraiment que les choses soient carrées. Quand on a commencé à voir que la personne était un petit peu trop légère, on va dire, au niveau administratif, au niveau comptabilité, là on s'est dit non. On a commencé à insister pour essayer de fonctionner avec notre méthode. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de fonctionner en famille. Elle n'a jamais été associée avec d'autres personnes. Ouais. Donc là, on s'est rendu compte que c'était difficile de lui changer son état d'esprit. Donc on a dit, écoute, on préfère laisser tomber. On ne va pas faire ce projet parce que c'est un projet qui va mal finir. Alors ça, c'est une décision qui n'a pas été facile parce que on était déjà installé à Maurice. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc tout le monde, toute la famille était installée. Ouais. Mais voilà, on a toujours confiance et puis on se dit de toute façon, c'est qu'une question de temps. Et là, on a eu la chance de rencontrer un partenaire local absolument phénoménal avec qui on s'entend très très bien. Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances sur Maurice, qui n'a pas trop de connaissances dans l'immobilier. Donc c'est aussi l'intérêt de cette collaboration. Et puis on a pu lancer des projets. Et là, tu parlais de rapidité d'exécution. Ça fait 3 ans maintenant qu'on est installé à Maurice. On est full-time à Maurice. On continue de venir, mais beaucoup moins régulièrement parce que c'est quand même un trajet qui est assez long en Suisse. Là, sur les 3 ans de Maurice, on a lancé 5 projets immobiliers, malgré les deux épisodes de Covid. Et on a pu tenir nos délais au niveau construction. Enfin, on a eu un petit dérapage avec des bâtiments de 3 mois, mais on peut quasiment dire qu'on a tenu les délais. Et on a pu tenir les coûts. On a même réussi à construire moins cher que prévu. Mais bon, là, ça veut dire que c'est tout d'abord un suivi au quotidien et c'est aussi la qualité des équipes qui fait qu'on a pu vraiment avoir des projets qui se sont passés de manière aussi positive. Magnifique. J'étais intéressé par rapport au projet que tu fais et que tu recherches. J'avais beaucoup discuté avec des promoteurs de Genève qui sont intéressés eux à vraiment l'optimisation, qui cherchent des maisons sur des terrains qui sont
avec du potentiel de densification, qui vont chercher vraiment là, la petite bête, le petit détail qui change tout. À Maurice, c'est quoi? Il y a encore de l'espace ou bien c'est aussi un peu concentré comme la Suisse? C'est compliqué, il faut trouver des optimisations. Parce qu'ici, il manque du terrain. Mais est-ce que c'est comme ça aussi? Alors Maurice, c'est un endroit qui va très très vite. Il y a un développement immobilier qui est absolument phénoménal. Nos amis ou nos associés, quand ils viennent d'une année à l'autre, sont eux-mêmes surpris. Du fait que les projets vont vite, d'une année à l'autre, tu vois les choses qui ont bougé. L'avantage, c'est qu'ils sont quand même assez raisonnables dans la manière de densifier. On peut toujours critiquer, hein, on peut toujours dire qu'il y a trop de béton, mais c'est des gens qui ont une approche, que ce soit par exemple au niveau fiscal, que ce soit au niveau urbanisme, ils veulent pas brader. Ils veulent pas, ils sont pas dans une politique par exemple au niveau fiscal zéro impôt. Ils ont compris qu'il fallait voir sur la durée. L'éducation et la santé est gratuite, mais tout ça a un coût. Donc tu as des impôts. Aujourd'hui, les impôts sur le revenu sont sur une base de 15%. Donc c'est un impôt à mon avis qui est raisonnable. Tu payes très volontiers, surtout que tu vois que l'État tient ses engagements au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Alors on peut toujours espérer que ça se passe mieux, mais tu vois quand même, là on a vécu les années de Covid, de nouveau, les gens se plaignent, etc., mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas les gens, il y a cette résilience parce que le pays fonctionne quand même plutôt bien. La partie aussi au niveau de la rapidité des projets, c'est que les choses sont très carrées. Au niveau administratif, c'est impressionnant. Tout fonctionne par mail. Il y a beaucoup d'administratifs qui se fait par mail sur Maurice. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment une découverte. Les équipes avec qui on travaille, tous les échanges se font par mail avec vraiment des confirmations. On est même peut-être plus à ce niveau-là, plus abouti que ce que j'ai pu vivre en Suisse. Okay. Les réunions de chantier sont très bien organisées. Tout est vraiment bien carré. Et c'est aussi ce qui est rassurant. Et pour les étrangers, pour les investisseurs étrangers, il y a quelque chose qui est vraiment primordial. C'est que, admettons, dans le pire des cas, tu as un conflit avec l'État, que tu n'es pas content de l'arbitrage au niveau d'un tribunal, tu as un recours suprême en Cour suprême en Angleterre. Du fait il y a une partie de l'histoire où les Anglais avaient colonisé l'île. Tu peux aujourd'hui, quand tu es en conflit, tu peux aller chercher un arbitrage final avec l'Angleterre. Donc ça, c'est quand même hyper rassurant. Tu te dis demain, s'il y a un chef d'État qui fait n'importe quoi, tu as quand même une protection. Et au niveau immobilier, c'est le Code Napoléon, du fait aussi qu'il y a eu une période de l'histoire où c'était les Français qui avaient colonisé l'île. En fait, ils ont gardé ce système, le Code napoléonien le Code Napoléon pour la partie immobilière. Donc en fait, quand tu as l'habitude avec ce qui se passe en France, tu retrouves beaucoup de similitudes. Okay. Après, une des différences, c'est que les gens s'expriment en français. Par contre, tous les contrats sont en anglais. Voilà, okay. Ça, c'est un petit peu. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de Français à l'île Maurice. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français. On a un vrai problème en France, surtout dans ma génération et avant, c'est que l'anglais, c'est un petit peu notre bête noire. On avait compris que tout le monde parlait français dans le monde, mais on s'est rendu compte très vite en voyageant que ce n'était pas le cas. Donc on a été déçus et on a un peu mal avec l'anglais. Moi aujourd'hui, je pense que je ne serai pas du tout à la hauteur pour aller chercher des projets immobiliers ou d'investissement dans des pays anglophones. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, sur les étrangers, à l'île Maurice, on a à peu près 35% de Français, à peu près un peu moins de 25% de Sud-Africains. Okay. Et le reste, après, ça se décline sur pas mal d'autres nationalités. Mais les deux nationalités, en majorité, c'est Sud-Africains et Français. Dans tes projets de promotion, vu que tu en as fait depuis l'étranger aussi, alors que ce soit en Suisse ou maintenant à Maurice, tu as l'air quand même plus à fond dedans, intéressé vraiment et de bosser dessus vraiment tous les jours. Quand tu le faisais depuis l'étranger pour la Suisse, c'était quand même très différent. Du coup, c'est impossible à gérer ça et à vraiment investir. Donc, à quel point est-ce que tu t'investis dans les projets en termes de prise de décision et de suivi quoi, maintenant ?
Bon, la Si Suisse. tu t'appelles l'architecte, tu dis bon, bah voilà, fais-moi un truc. Non, non. Tu m'envoies à la fin. Non, là, je suis T'appelles quand joueur, c'est mais fini. pas à ce point-là. Pas à ce point-là du tout. La Suisse, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que j'ai opéré pendant plusieurs années, c'est un environnement que je connaissais enfin, beaucoup mieux que ce que je peux connaître, ce que je pouvais connaître la Tunisie ou l'île Maurice. Donc, j'arrive déjà avec certaines connaissances. Après, c'est évident que la personne, tu parles de l'architecte, l'architecte qui a suivi notre projet ici en Valais, c'était quelqu'un, on a eu la chance de rencontrer quelqu'un de confiance, quelqu'un de très professionnel. Et sans ces qualités-là, c'est sûr que là, moi, j'aurais très vite compris qu'il fallait que je vienne gérer ça sur place. Au début, on est un petit peu parti dans le flou. Hein. On ne savait pas si on avait la capacité de gérer ça à distance. On avait cette modularité au niveau des enfants. Donc, on s'est dit, on essaye. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, eh bien, on viendra s'installer en Suisse ou à proximité pour gérer ça de plus près. Après, Maurice, je suis full-time là-bas parce que j'ai beaucoup de plaisir à être à Maurice déjà. On a vraiment une qualité de vie qui, enfin, moi, me plaît beaucoup. On a un bon compromis. Le climat, tout ce qu'il y a à faire au niveau activité, etc. Et puis, on est dans un environnement assez dynamique, que ce soit l'immobilier, bien sûr, mais tous les business bougent. Là, en ce moment, c'est un pays qui est en pleine explosion au niveau financier. L'Afrique du Sud et Dubaï sont sur la liste grise au niveau du système financier. Donc il y a une énorme arrivée de fonds sur Maurice. Nous, on a connu ça, on a eu cet épisode où on est passé, Maurice a été inscrit aussi sur la liste grise, mais les autorités ont très vite réagi. Aujourd'hui, on est passé sur la liste blanche. Donc là, on donne tous les signaux positifs. Et les gens qui sont en train de vivre des complications à Dubaï, en Afrique du Sud, viennent en étant ravis, en sachant que voilà, tout a été fait déjà à Maurice. Ils ont été précurseurs. Et ça rassure. De nouveau, aujourd'hui, je pense que voilà, si on veut chercher des gens qui cherchent des investissements sur le long terme, Maurice donne beaucoup de signaux positifs et d'arguments pour plaire aux investisseurs. Ok. En termes de promotion immobilière, là, jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi le meilleur projet que tu as eu? Où il a été où? Je pense pas au Brésil du coup, mais... Alors, bon, franchement, tous ont été extrêmement intéressants. Je pense que peut-être le premier gros que j'ai fait, c'est le Valais avec les 28 appartements, où là, c'était vraiment, je me lançais vraiment, j'avais vraiment l'impression de me lancer un peu dans l'inconnu. Ouais. Alors en étant partenaire avec quelqu'un qui avait une grosse expérience dans l'immobilier, bah, tu es rassuré, mais lui, c'était clair qu'il n'était pas là, qu'il n'allait pas être là pour suivre le projet. Okay. Par contre, il me rassurait en me disant, s'il y a un problème, n'inquiète pas, je viens, etc. On a pu gérer ça sans avoir besoin de son intervention. Donc ça s'est bien passé. Mais tous ont même le développement agricole, qui n'est pas un développement immobilier, c'est pas un développement de promotion pur et dur, c'est quelque chose qu'on a fait avec beaucoup de plaisir. Donc non, ça sera difficile de sortir un projet plus que d'autres. Ouais, ok. Et le moins bon, alors ça reste quand même au Brésil, ça. Alors le moins bon maintenant avec le recul, c'est le Brésil, mais même l'argent, alors certains me disent que je suis trop fataliste et que parce que ça a été un des dossiers où on a perdu pas mal d'argent, mais c'est pas le seul, il y en a d'autres. On peut pas toujours gagner. Alors moi j'ai une petite case qui s'appelle la case perte. Ouais. Certains disent que je l'ouvre trop vite. Mais en fait, cet épisode avec la perte d'argent que ça a engendré, je sais que ça m'a ouvert tellement de portes après qu'aujourd'hui, je me dis c'était un peu le prix à payer. Et je me rassure comme ça. J'essaie de ne pas vivre dans le passé, de ne pas brasser le négatif du passé. Ce qui s'est passé devait se passer. Aujourd'hui, c'est sûr que moi, ma vie, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Je pense, fait de ce que je pouvais faire de mieux au niveau de la période que j'ai vécue avec mes enfants. Alors, peut-être on aurait encore pu faire différemment, hein, mais en tous les cas, j'essaie de ne pas avoir de regrets. Donc, des fois, je tourne le dos
à des opportunités, je tourne le dos à de l'argent, mais je veux avant tout être aligné avec ma philosophie, avec mes valeurs, parce que finalement, on se rend compte que de vouloir aller trop vite, peut-être des fois, on se lance dans des choses qui ne sont pas forcément alignées avec ce qu'on aime. Et il faut bien analyser un business entre ce que ça peut ramener en termes financiers, le rendement, et puis les contraintes que ça va engendrer. Et ça, c'est quelque chose que je pense, avec le temps, on a beaucoup plus de facilité à faire. Et aujourd'hui, je tourne le dos vraiment sans problème à des opportunités. Ça m'aurait rongé pendant quelques mois en étant plus jeune. Mais aujourd'hui, voilà, je préfère même mettre quelqu'un sur l'affaire, un ami qui va avoir du plaisir, qui a lui envie de faire ça. Et on ne peut pas tout faire. Je veux dire, aujourd'hui, des opportunités, si on est un petit peu ouvert, si on est sérieux, si on a certaines compétences. Moi, j'ai essayé de faire d'autres choses dans ma vie. J'ai essayé tout ce qui est placement boursier, etc. J'ai très vite compris que c'était pas du tout, j'avais pas les compétences. Ouais. La seule chose que je sais à peu près faire, c'est l'immobilier, donc je reste là-dedans. Il y a déjà un champ d'application qui est vaste, donc essayons de faire des projets à notre hauteur déjà dans l'immobilier, ça sera déjà pas mal, quoi. Ouais, magnifique. Bah, j'en doute pas. Écoute, je suis impatient de repasser, en tout cas avec toi, à Maurice. C4. Ben, ça sera avec grand plaisir. On a toujours beaucoup de plaisir à passer du temps, à suivre un peu ton évolution qui est incroyable. Là, moi, je suis aussi très content parce que mes enfants ont pris la décision de se lancer un petit peu dans l'immobilier au niveau de leur formation. Ils sont en train de faire une école en France qui s'appelle l'ESPI, l'École supérieure des professions immobilières. Donc, il y en a un qui est sur le campus de Paris et l'autre sur le campus de Lyon. Ils ont l'air de démarrer avec beaucoup de plaisir, découvrir les matières. Donc, on pourra certainement, j'espère, continuer aussi à faire grandir un peu la famille au niveau des projets immobiliers. Magnifique, oui, bien sûr. Merci beaucoup, David, en tout cas. Hein. Et puis, je te dis tout de bon pour la suite. Merci, Edouard, et plein succès pour toi pour 2023. Ciao, merci Ciao. beaucoup. Ciao.